Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et il est vrai que je n'avais plus parlé de mon club depuis longtemps sur la chaîne parce que c'est vrai que je me suis totalement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, qui a monopolisé une grande partie de mes vidéos sur les dernières semaines, mais j'ai décidé de revenir aux fondamentaux en parlant de l'Olympique de Marseille et c'est vrai qu'en ce moment, le club traverse une très très mauvaise passe et je pense qu'il convient tout de même d'en parler. Alors évidemment, j'ai pris énormément de notes, je vais essayer de faire une vidéo de 10 à 15 minutes pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille en ce moment. Je vais vous présenter des faits, mais je vais aussi vous dire ce que j'en pense. Et c'est vrai qu'on va quand même, pour commencer, dresser le bilan de l'Olympique de Marseille sur cette saison. Tout d'abord, l'Olympique de Marseille sur cette saison a connu deux coachs. Donc Marcelino en début de saison qui est parti au bout de 3 mois et ensuite Gattuso qui est arrivé fin septembre, le coach italien qui a donc pris la tête de l'Olympique de Marseille fin septembre. Et le bilan pour l'instant de l'Olympique de Marseille est très très moyen, pour ne pas dire mauvais, 8e de Ligue 1 au bout de 20 journées, deuxième en poule d'Europa League, ce qui fait que tu vas jouer les barrages, donc tu vas te rajouter 2 matchs en plus face au Shakhtar Donetsk notamment, et puis tu t'es fait éliminer en 16e de finale de la Coupe de France, et à tous les égards, cette saison est moins bonne que celle de la saison dernière sous Igor Tudor, parce que l'année dernière avec Igor Tudor, tu finis 3e du championnat, tu es dernier de Ligue des Champions, d'accord, mais tu as quand même offert des émotions à tes supporters, tu as quand même fait des matchs de qualité en Ligue des Champions, même si à la fin tu t'es fait éliminer, eh bien il faut quand même constater que tu as quand même eu des matchs références, notamment les matchs face au Sporting, notamment le dernier match face à Tottenham où tu espères pendant plus d'une mi-temps te qualifier en tant que deuxième. À la fin, tu joues un peu le pari du qui te double, donc tu finis 4e de la poule, mais l'OM a été dans le coup pour la qualification jusqu'à la dernière journée. Et puis en Coupe de France, l'année dernière, tu te fais éliminer par Annecy en quart de finale. Là, tu te fais éliminer en 16e de finale par une équipe de Rennes que tu avais éliminée l'année dernière. Donc à tous les égards, cette saison de l'Olympique de Marseille est moins bonne que l'année dernière. Et là où Longoria nous avait vendu une progression, il nous a dit que l'OM allait progresser à partir du moment où il a pris les manettes du club, il s'était engagé à faire progresser l'Olympique de Marseille, et bien il a failli à sa mission puisque l'OM est en constante régression depuis désormais quelques années. C'est à vous de juger si la saison de Tudor est meilleure que celle de Sampaoli. Moi je pense que ça se vaut. Mais depuis ces 2 saisons-là où on a connu un petit pic, et bien fait est de constater que cette saison qu'on vit aujourd'hui est absolument catastrophique. Et le premier point qu'on a vraiment reproché à Longoria et à la direction plus généralement, c'est la vente de tous les leaders. Et c'est mon premier point, c'est le fait sur un même mercato d'avoir vendu tous les leaders, que ce soit Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac ou encore Cengiz Under, et bien tu as vendu des joueurs qui étaient très importants sportivement, qui étaient importants dans l'équilibre du vestiaire, mais c'était surtout tes leaders. Tu as vidé le club de la substance qui la tenait, c'est que ce club-là était vraiment tenu par ces leaders-là. Finalement, le vestiaire de l'Olympique de Marseille était tenu par les leaders qui étaient Sanchez, Payet ou encore Guendouzi. Le fait de les avoir vendus ou de les avoir laissés partir, que ce soit Sanchez ou Payet, le fait d'avoir vendu Guendouzi, le fait d'avoir laissé partir Under et Kolasinac aussi, eh bien ça a impacté forcément le vestiaire, mais ça a aussi impacté la qualité de l'équipe sur le terrain, en fait, la qualité intrinsèque de l'équipe finalement. Parce que quand tu regardes Sanchez, tu l'as remplacé par Aubameyang, même si Aubameyang a fait de belles choses en Europa League, il est quand même plutôt décevant et tout le monde s'accorde à dire pour dire qu'il est quand même moins bon que Alexis Sanchez. Tu as remplacé numériquement Payet par Ndiaye, même si Payet était remplaçant, qu'il était déclinant sur les dernières saisons, je préfère quand même avoir un Payet qu'un Ndiaye vu le bilan de l'international sénégalais. Tu as remplacé Guendouzi par Onana numériquement, parce que Onana est venu clairement pour remplacer Guendouzi lors du mercato hivernal, puisqu'on nous avait dit que l'OM cherchait un francophone, cherchait un milieu de terrain qui connaissait la Ligue 1, on avait l'impression qu'on décrivait Guendouzi, et en fait on a pris Onana. Donc on a l'impression que c'est Onana qui a numériquement remplacé Guendouzi, même si ça n'est pas le même poste, mais on voit clairement que le milieu de terrain qui est venu après le départ de Guendouzi 6 mois après, c'est clairement Onana. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité, tu as perdu des joueurs, tu as perdu tes leaders, mais tu les as remplacés par des joueurs qui sont moins bons sportivement. Donc la vente de tous les leaders a été reprochée à Pablo Longoria du côté de la cité phocéenne, et c'est vrai qu'on a rarement vu dans des gros clubs européens un club vendre ou laisser partir libre tous ses leaders sur le même mercato d'été. Et ça nous amène à un autre point qui est l'instabilité chronique. L'instabilité chronique, elle impacte les joueurs, mais elle impacte aussi les coachs. Sampaoli est resté 1 an et demi, Tudor est resté 1 an, Marcelino est resté 3 mois, Gattuso, ça m'étonnerait qu'il reste la fin sur la saison prochaine. Et c'est un lapsus révélateur parce que j'ai aussi dit que ça m'étonnerait que Gattuso reste jusqu'à la fin de la saison. Je pense que le coach italien va assurer ses fonctions jusqu'à la fin de la saison, mais je le vois mal continuer l'année prochaine. Je pense qu'il est davantage venu pour sauver le club, pour essayer de le relancer, parce que c'est une sorte de général, c'est une sorte de meneur d'homme. Je pense qu'il est vraiment venu à la base pour remobiliser les troupes, et je pense pas qu'il s'inscrit sur un long terme à l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est pas le profil de ce coach-là, mais c'est vrai qu'on a reproché aussi cette instabilité chronique à Longoria, le fait qu'il y ait énormément de moves sur les mercatos. On l'a vu avec la vente de tous les leaders, on a aussi vu qu'on était incapable de garder des joueurs plus de 3-4 ans. Les seuls joueurs qui sont là depuis 3-4 ans,
France, c'est Paolo Lopez, Valentin Rongier ou encore Leonardo Balerdi. Sinon, tous les joueurs sont là depuis moins de 2 ans. Donc là aussi, si tu veux aspirer à être un grand club, tu ne peux pas te permettre d'avoir autant d'instabilité chronique. Et c'est vrai qu'on a reproché à Longoria sa politique du court-termisme. On lui a reproché de vouloir être trop sur Football Manager et de ne pas être assez ancré dans la réalité. Et même s'il y a des réalités économiques à respecter, même si je peux comprendre que Longoria est soumis à la direction ou à la présidence qui lui demande évidemment de gagner de l'argent, qui lui demande de faire des bénéfices, eh bien on peut se poser des questions sur cette instabilité chronique parce que dans aucun grand club on voit cette instabilité-là. Même dans les clubs de Ligue 1 que sont Lens, même dans les clubs de Ligue 1 que sont Rennes, il y a quand même une certaine stabilité. Lille, c'est un peu différent parce que Lille et Monaco, leur système est basé sur le trading, mais j'ai jamais eu l'impression que Longoria voulait particulièrement faire du trading, ça n'a jamais été forcément brillant. L'OM n'a jamais réussi à faire du trading, donc je veux bien qu'il y ait une instabilité, à condition de faire du trading et à condition de faire un bon trading, à l'image de ce que peut faire Lille ou encore Monaco. Mais l'OM n'a jamais été un club de trading, c'est un club qui a une mentalité différente, et puis c'est un club qui n'a pas eu cette tradition-là du trading dans son histoire, contrairement à Lille et Monaco qui se sont illustrés par ça, notamment sur les dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a cette instabilité, que ce soit en termes d'effectifs, mais aussi en termes de coach. Là où Igor Tudor est resté 1 an, Sampaoli est resté 1 an et demi, Marcelino n'est resté que 3 mois, et puis aussi il y a une incohérence dans les choix. Le fait de passer de Tudor qui prônait un très beau jeu, qui prônait le pressing, qui prônait le rythme, les joueurs se sont plaints de la dureté des entraînements de Tudor, et d'un coup passer à Marcelino qui prône un 4-4-2, qui prône un jeu bas, qui prône un rythme un peu plus lent, eh bien on n'a pas franchement compris. Et beaucoup se sont posé la question, beaucoup se sont dit, est-ce que Longoria ne veut pas mettre bien le collègue? Est-ce que Longoria n'a pas amené Marcelino simplement parce que c'est son ami et qu'il pourrait finalement avoir une certaine influence sur lui au niveau des choix? C'est vrai que Tudor avait tendance un peu à se rebeller, Sampaoli aussi. Sampaoli et Tudor sont deux coachs qui ont un énorme tempérament et qui n'étaient pas toujours en accord avec les choix de Longoria. Et le fait d'avoir pris Marcelino, qui est un coach malléable et qui en plus est un ami de Pablo Longoria, eh bien peut-être que ça a permis au président espagnol de faire un peu ce qu'il voulait. Et c'est vrai que ça a fait grincer des dents du côté de la cité phocéenne de passer à un Tudor surexcité qui met beaucoup de rythme, etc., à Marcelino qui est un coach qui a une philosophie de jeu totalement différente. Ça a énormément questionné. Passer de Sampaoli à Tudor, ça peut se comprendre. Mais passer de Tudor à Marcelino, c'est un virage à 360 degrés que beaucoup n'ont pas compris et ça traduit une certaine incohérence et ça rentre dans l'instabilité chronique parce que changer du tout au tout comme ça, alors qu'on est tous d'accord pour dire que Tudor n'a pas fait une saison qui mérite un 10 sur 10, mais on s'accorde quand même à dire que sous Tudor, l'Olympique de Marseille nous a quand même gratifié de beaux matchs, il y avait quand même un projet de jeu cohérent, tu finis quand même 3ème de la Ligue 1, tu as quand même espéré en Ligue des Champions, il y avait des idées de jeu définies, c'est un coach jeune qu'on pensait vraiment pouvoir rester, qu'on pensait qu'il allait rester sur le long terme à l'Olympique de Marseille et finalement il part au bout d'une saison, donc il y a une certaine frustration. Et là tu vas prendre un coach qui est plus vieux, tu vas prendre un coach avec lequel tu ne peux pas vraiment t'inscrire sur le long terme, un coach aussi qui prône une autre philosophie de jeu, donc forcément c'est différent et ça c'est vraiment incohérent dans les choix. On va maintenant parler de Gattuso. C'est vrai que Gattuso a été énormément critiqué sur la Canebière, mais je trouve qu'il ne l'a pas assez été, parce que je trouve qu'on a peut-être été un peu plus dur avec un Tudor, qu'on a sifflé dès le premier match, on a été très dur avec Marcelino, on est même allé jusqu'à le menacer, ce qui l'a fait partir. Mais avec Gattuso, on est dur évidemment, on reconnaît que ça n'est pas un grand coach, ça ne l'a jamais été. D'ailleurs, quand on lui a donné les commandes du Milan, du Napoli, ça n'a pas franchement été brillant. Donc même s'il a été critiqué, je trouve qu'on est relativement clément avec lui. Alors évidemment, on va essayer de nuancer le propos, c'est vrai que Gattuso ne choisit pas le fait que ses joueurs aillent jouer la canne, il ne choisit pas que Rongier, Verretou et Kondogbia soient tous les trois blessés au même moment, c'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes, beaucoup ont critiqué sa composition face à Lyon, mais je pense qu'il ne peut pas faire différemment. Aujourd'hui, il a une base de joueurs qui est très très limitée entre les blessures et la canne, il est obligé de composer avec, mais le seul fait d'arme de Gattuso depuis qu'il est arrivé sur la Canebière, c'est d'avoir copié le style de Tudor, et ça a marché, et il ne peut pas vraiment se targuer d'avoir une philosophie de jeu vraiment extraordinaire. On n'a pas la ligne directrice de ce que fait faire Gattuso. C'est vrai que même si Marcelino a été critiqué, il avait quand même une feuille de route, il avait quand même ce 4-4-2 à plat, beaucoup l'ont critiqué, mais il avait quand même des idées, j'ai envie de te dire. Mais Igor Tudor aussi, il avait des idées. Sampaoli, on savait qu'on avait des coachs qui avaient une certaine culture tactique. Là, Gattuso, c'est absolument le néant, il n'a absolument rien. Il y a un 4-3-3 qu'il n'a pas voulu changer au début, il a finalement fini par recopier Tudor parce qu'il voyait très bien que les dispositions de ses joueurs collaient à ce système-là, surtout que ce système était familier à ses joueurs, mais on a vu qu'il n'avait clairement pas de feuille de route et qu'il n'a pas de stratégie. Et ça relève du fait que Gattuso n'est pas un stratège, n'est pas un tacticien. Je pense qu'il est davantage venu pour taper fort, pour vraiment venir remobiliser les troupes, parce que c'est un meneur d'hommes. Même quand il était joueur, il était comme ça, c'est un grand meneur d'hommes, c'est un grand leader, mais je pense que ça n'est pas un tacticien et c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, essayer de remobiliser les troupes, des troupes qui étaient vraiment touchées après l'instabilité qu'il y a eu durant l'été. Il est vraiment venu pour une mission commando de
9 mois, vraiment venir relancer le club et ensuite repartir. Et ça, évidemment, ça s'inscrit dans la tradition court-termiste de Longoria et beaucoup ont compris ce choix de Gattuso parce qu'en fait, Longoria est comme ça. Longoria n'allait pas prendre un grand tacticien, un grand philosophe du football en septembre alors qu'il avait foiré Marcelino. Il devait prendre un coach qui, évidemment, allait pouvoir relever le club à l'instant T, qui allait pouvoir mobiliser les troupes, qui allait pouvoir avoir un discours de leader. Il n'allait pas prendre un tacticien et ça, évidemment, c'est un constat d'échec. Le fait de ramener Gattuso fin septembre, c'est un constat d'échec. Longoria nous dit clairement, voilà, je n'ai pas d'idée, je ne vais pas prendre un philosophe du football, je ne vais pas prendre quelqu'un qui pense, je ne vais pas prendre quelqu'un qui s'inscrit sur le long terme, je vais plutôt prendre un sauveur, un meneur d'hommes pour essayer de gérer du mieux possible la fin de saison. Donc d'une part, Longoria a peut-être anticipé aussi le fait que cette saison de l'OM s'embarquait plutôt mal. Donc c'est vrai que même s'il a des circonstances atténuantes, que la CAN, les blessures, ça n'est pas dû à sa qualité de coach. C'est vrai que ça, c'est des choses qui échappent totalement à son contrôle. Mais il y a aussi des choses, son 4-3-3, et qui n'est pas bon, le fait qu'il ait copié tout d'or, le fait qu'il n'ait pas de ligne directrice. Donc même s'il a des circonstances atténuantes, il a quand même prouvé plus d'une fois qu'il n'avait pas les capacités tactiques pour entraîner l'Olympique de Marseille. Il y a aussi eu évidemment ces problèmes avec les blessures. Rongier, Verretou, Kondogbia, tu te prives quand même de 3 milieux de terrain qui devaient être tes milieux de terrain titulaires à la base. Si tu prends la composition face à Lyon, tu es obligé de faire jouer Unai et Harit alors que ces derniers reviennent de la CAN et qu'ils sont évidemment assommés mentalement. Ils viennent de se faire éliminer en huitième de finale de la CAN le lundi, je crois ou le mardi, je sais plus, mais en tout cas ils ont dû jouer titulaire directement le dimanche, donc forcément on peut comprendre que physiquement et mentalement il soit pas au top, mais il ne peut pas faire différemment. Rongier, Kondogbia et Verretou sont blessés. Voilà, donc les blessures ont impacté ce vestiaire, les départs à la CAN aussi, mais là aussi c'est du fait de Longoria. Le fait de faire un mercato full Africa sur le mercato 2023 quand tu sais qu'il y a une CAN dans 6 mois, ça questionne énormément sur la politique de Pablo Longoria. On est clairement sur un président qui a une politique très court-termiste et qui n'a pas pensé et qui n'a pas anticipé la CAN qui arrive en janvier. Alors oui, la CAN ça dure 3 semaines, un mois, évidemment que les joueurs sont amenés à revenir, mais on a vu sur les matchs contre Lyon, sur les matchs contre Rennes, que ça nous a porté défaut finalement, d'avoir ces joueurs-là qui sont partis à la CAN et d'avoir fait ce mercato full Africa comme j'aime bien le dire, même si tu as pris des joueurs de qualité, je pense qu'il fallait tout de même anticiper la CAN qui allait arriver. Et c'est vrai que le côté gauche Merlin, Luis Enrique contre Lyon, évidemment sur le papier c'est un bon côté, je pense que Quentin Merlin est un très bon arrière-gauche de Ligue 1, c'est un jeune cas de l'avenir, je pense que Luis Enrique est un très bon joueur aussi, on l'a vu contre Monaco notamment, il a fait ses classes du côté du Brésil, il a dû apprendre beaucoup de choses, on le voit, mais les joueurs ne se connaissent pas, ils n'ont pas les automatismes. Alors est-ce qu'il aurait pu faire différemment? Non, parce qu'il avait que ces hommes-là à disposition, mais ça nous questionne sur l'instabilité du club, le fait d'avoir un côté Merlin, Enrique qui sont deux joueurs de qualité, mais ça ne peut pas marcher sur un match contre Lyon, puisqu'ils ne se connaissent pas et qu'ils viennent de commencer à s'entraîner ensemble. Merlin, une semaine avant, il était à Nantes. Luis Enrique, 2 semaines avant, il était au Brésil. Et là, tu les alignes ensemble alors qu'ils n'ont aucun automatisme. Donc oui, intrinsèquement, c'est des bons joueurs, mais les aligner ensemble sur un premier match comme ça contre Lyon en déplacement, évidemment que c'est compliqué, mais encore une fois, est-ce qu'il aurait pu faire différemment? Le Ndiaye côté droit, là aussi, on ne le comprend pas non plus. Le placement de Ndiaye, j'ai l'impression que Gattuso n'a toujours pas compris où doit jouer Ndiaye. Est-ce qu'il doit jouer faux neuf? Est-ce qu'il doit jouer à côté d'un attaquant comme le faisait Marcelino? Est-ce qu'il doit jouer sur un côté? Moi, je serais plus tenté de le mettre côté gauche pour profiter de sa percussion, c'est quand même un joueur qui a de la vitesse, mais je suis tenté aussi de le mettre en numéro 10 parce qu'on a vu à Sheffield qu'il était capable de jouer à ce poste-là et qu'il était très bon, mais d'un autre côté il y a Harit qui joue déjà à ce poste-là, donc comment tu trouves l'équilibre? Donc là aussi il y a des joueurs dont on ne connaît pas encore le poste. Bamou Maïté qui démarre à arrière droit, est-ce que Bamou Maïté a une formation d'arrière droit? Pourquoi est-ce que Klose ne rentre pas? On nous a dit qu'il s'était blessé, mais on a vu contre Lyon que quand il est rentré il était au top et il a même redressé offensivement l'Olympique de Marseille, donc là aussi ça questionne sur certains choix. Pourquoi faire démarrer Bamou Maïté arrière droit alors que Klose, quand il est rentré, on a clairement vu qu'il était en pleine possession de ses moyens, pourtant on nous a dit qu'il avait une petite blessure et qu'il était sur le départ. Donc là aussi au niveau de la communication, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc voilà, c'est que cette équipe de l'Olympique de Marseille est très décevante, mais quand je regarde l'effectif, quand je vois le 11 aligné face à Lyon, tu dois totalement battre Lyon. Aujourd'hui, quand tu as un milieu avec Unai, Harit et Onana qui connaît très bien la Ligue 1, tu dois gagner Lyon. Quand tu arrives à mettre Enrique, Aubameyang et Ndiaye devant, tu dois battre Lyon. Tu dois postuler à un top 3, tu dois postuler à un top 5 à la limite, mais tu dois pas être 8ème. Donc on a clairement un effectif qui certes a perdu en qualité, mais qui avec un bon coach aurait les moyens de monter plus haut au classement, aurait les moyens de faire un top 3. Donc là aussi on voit qu'on n'a pas un effectif extraordinaire, mais on a quand même un effectif suffisamment qualitatif pour accrocher un top 3 dans cette Ligue 1. Quand on voit que Brest est 3ème, on se dit que l'Olympique de Marseille pourrait tout à fait accrocher ce top 3 parce qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Mais encore faut-il trouver de la stabilité, encore faut-il trouver un entraîneur qui pourrait exploiter le potentiel de tous ces joueurs au maximum. Ça n'est pas le cas de Gattuso. Donc là aussi ça pose beaucoup de problèmes. Mais si tu fais une équipe avec Paolo Lopez dans les buts, Balerdi qui s'est affirmé comme un leader de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui est absolument irréprochable depuis quelques semaines, avec Mbemba qui fait le tour de force d'aller en demi-finale de la CAN avec le Congo, c'est peut-être même le meilleur joueur de cette CAN. Si tu mets Jonathan Klaus qui est international français, avec Quentin Merlin sur le côté gauche qui s'est affirmé comme un très bon arrière-gauche de Ligue 1, il y a un espoir en devenir. Si tu arrives à aligner un milieu de terrain lorsqu'ils reviendront de blessure avec Rongier, Verretou ou encore Unai, avec Kondogbia en backup, avec Amin Harit aussi qui peut jouer à ce poste-là de numéro 8, numéro 10,
tu as vraiment la qualité pour faire beaucoup mieux. Tu as quand même une qualité suffisante au milieu de terrain pour espérer mieux. Je ne vois pas beaucoup de milieux de terrain qui sont meilleurs que celui-là. Tu as de la technique, tu as du physique. Donc quand tous les joueurs auront leur pleine possession de leurs moyens, quand tu auras un coach de qualité, quand tu auras réglé ce problème d'instabilité, je suis quand même optimiste pour l'Olympique de Marseille, même offensivement. On va pas me faire croire qu'Ismaïla Sarr est devenu nul du jour au lendemain. C'est simplement que le système ne lui correspond peut-être pas et qu'on n'a pas exploité la pleine mesure de son talent. Peut-être qu'il y a aussi un problème de sérieux du joueur. Donc c'est qu'il y a aussi des joueurs qui manquent de sérieux, que ce soit Ismaïla Sarr ou encore Jonathan Klaus. On a beaucoup critiqué leur manque de rigueur. Aubameyang, quand on voit qu'Alexis Sanchez l'année dernière était prêt à mourir sur le terrain, le fait de passer à Aubameyang qui est un peu plus radin en effort, évidemment ça questionne. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que cette équipe de l'Olympique de Marseille a le talent, a le potentiel pour accrocher un top 3 Ligue 1, mais qu'il n'y a pas le coach pour le faire, et il n'y a pas l'état d'esprit aussi. Et puis il y a eu aussi un manque de chance entre les blessures et la canne et la mauvaise gestion, cette instabilité chronique et cette incohérence évidemment due à Pablo Longoria. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous pensez de l'Olympique de Marseille, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.